Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 20e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Sylvain Charlebois. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sylvain Charlebois est économiste, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie et directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Il est l'un des chercheurs les plus écoutés au Canada sur les enjeux alimentaires et publie régulièrement des analyses vulgarisées dans les médias. Alors, M. Charlebois, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer cet entretien, là, on a un grand sujet, l'agroalimentaire, c'est vaste, mais je peux pas ne pas adresser l'éléphant dans la pièce, donc peut-être parler d'emblée de l'inflation alimentaire qui nous frappe. Ouais. On le remarque tous à l'épicerie. Dans le fond, j'aimerais vous entendre quant aux causes de ce phénomène, ainsi que peut-être comparer, est-ce que c'est une impression qu'on se fait que c'est pire chez nous qu'ailleurs en ce moment? Bref, comment le Canada se situe? Pire comme au Québec? Oui, ou, ouais. oui. Ben, ça dépend à quel point on recule, là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis les dernières années. Là. Mm-hmm. Si on commence par le gros coup, c'était l'Ukraine, là, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le coût des intrants a augmenté, explosé. Donc, tous les manufacturiers, tout le monde a été ramassé. Puis souvent, les gens disent au Québec, ben c'est en Russie, c'est en Ukraine, pourquoi que ça nous affecte? Ben, tout est interrelié. Le blé, donc cette région-là, c'est une grande région d'exportation de blé. Mm-hmm. Donc, forcément, les prix ont augmenté. Le blé était à quoi? 13 US le boisseau. Puis normalement, là, actuellement, c'est à peu près à 5. Fait que vous imaginez que ça a été vraiment un coup dur. Mm-hmm. Puis le blé, ça représente 20% de toutes les calories consommées sur Terre. Fait que quand le blé augmente, tout augmente. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis l'Ukraine, Vladimir Poutine savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il attaquait l'Ukraine au moment où les chaînes d'approvisionnement étaient affaiblies par la COVID. Mm-hmm. Fait qu'il n'y avait vraiment pas de moyen de récupérer ou d'aller chercher des diminutions de coûts ailleurs pour les entreprises. Fait qu'on n'avait pas le choix. Fait que c'est pour ça qu'on a vu l'inflation alimentaire affecter l'ensemble de la planète. Le Canada, est-ce qu'on s'en est bien sorti? Pas si mal. En fait, si on regarde les pays du G20 ou même le G7, on est à peu près dans la moyenne. Même si l'inflation a atteint 11 % à un moment donné, on s'en est sorti pas si mal. Mm-hmm. Maintenant, là, on voit que les choses ont changé un peu depuis, moi, je dirais 8 mois. Depuis 8 mois, là, notre taux d'inflation est vraiment supérieur à la moyenne du G7. Ce qui est vraiment problématique pour les consommateurs, c'est que l'inflation générale est à peu près à quoi? 1,7. Puis l'inflation alimentaire est à 3,8. Mm-hmm. Puis quand ça arrive comme ça, là, souvent les gens vont consommer, mais quand ils arrivent à l'épicerie, ils vont remarquer des prix élevés pas mal plus. Fait que on a ce contexte-là actuellement qui fait en sorte que les gens remarquent que leur voyage à l'épicerie coûte plus cher. Mm-hmm. Puis le fait que le Canada est quand même un producteur de blé, pourquoi ça ne nous a pas protégés dans cette équation-là? Parce que les prix sont négociés à l'international. Donc, si vous parlez à un producteur de blé dans l'Ouest canadien, ils ont fait de la bonne argent là, depuis 2-3 ans. Là. OK. Sauf que tout le monde paye pour ça. Là. Mm-hmm. C'est des preneurs de prix. Hein. Ils n'ont rien à voir. Mais là, actuellement, comme à 5 $ le boisseau, il y en a des producteurs qui perdent de l'argent. Mm-hmm. Fait que ça dépend. À 13 $, ils ne chialaient pas, mais ça l'a affecté beaucoup, beaucoup l'industrie. Parlant de chialage, est-ce que notre réaction se compare aussi? Parce que je pense, admettons, en Italie, si on monte le prix des pâtes, il y a des grosses réactions instantanément. Est-ce que nous, on fait juste, si on veut, subir l'inflation, la remarquer, mais sans trop la contester? La culture québécoise en consommation alimentaire est un peu différente de celle qu'on retrouve en Europe. Mm-hmm. Principalement parce que on consomme moins par rapport à notre revenu disponible. Mm-hmm. On dépense à peu près, là, le Québec est plus élevé que les autres provinces, mais on dépense à peu près 11 % de notre budget total par famille à l'alimentation. Ça, c'est services et détails. OK, donc incluant les restaurants. Oui, c'est ça, okay. Exactement. En Europe, c'est 17-18 %. Fait que c'est pour ça que
sont plus habitués de payer un petit peu plus. Fait que les prix et l'économie agroalimentaire en Europe est plus régionalisée aussi. Donc, et les circuits courts, pour vous donner un cours vite en distribution, là, les circuits courts sont pas assujettis à des fluctuations macroéconomiques comme l'Ukraine, comme la COVID, comme, je sais pas moi, là, actuellement, ce qui nous énerve un peu, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Là. Tout le monde regarde le prix du pétrole. Puis si le prix du pétrole explose, bien, c'est sûr que ça va coûter plus cher pour ce qui est de la nourriture aussi, parce que tout est interrelié. Alors, mais les circuits courts protègent un peu les familles par rapport aux fluctuations macroéconomiques. Par circuit court, vous voulez dire les gens qui s'approvisionneraient peut-être chez les producteurs plus locaux? C'est ça, l'achat local, ce genre d'affaires-là. Là, donc, et en Europe, il y en a beaucoup de ça. Donc, ça les protège un peu. On paye en moyenne un petit peu plus cher, mais les prix fluctuent beaucoup moins. Et puis, donc, on a parlé de la guerre en Ukraine. Au niveau de la spéculation, est-ce que c'est un élément qui est clé dans l'équation? C'est une bonne question. En 2008, je dirais que probablement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, il y a eu le baril du pétrole qui a atteint 147 $ US. Puis il y avait le fameux débat Food for Fuel, de la nourriture pour l'énergie avec l'éthanol. Puis il y a beaucoup de producteurs qui avaient été mandatés pour produire de la nourriture pour supporter la filière énergétique. Ça l'avait dérangé parce que justement, on voyait les prix gonfler. Les spéculateurs ont vraiment joué un rôle assez important à l'époque. Ceux qui n'ont rien à voir avec nourrir le monde, là, tous les courtiers, les agents qui vraiment se concentrent sur la filière énergétique ont décidé de commencer à spéculer au sein de la filière agroalimentaire. Et ça avait coûté vraiment cher. Puis on a vu que l'inflation avait été un facteur à l'époque aussi. Là. Depuis ce temps-là, il y a eu quand même des balises qui ont été créées pour éviter ce genre de spéculation-là. Mais est-ce qu'il y en a plus? J'en doute. Moi, je pense qu'il y en a encore un peu. OK, donc ça joue encore. Par exemple, le prix du bœuf, là. Oui. Il y a une partie que je suis capable d'expliquer, là, parce que le prix du bœuf c'est très cher, là, actuellement, le bœuf. Là. Spécifiquement au Canada, je pense. Au Canada au complet, là. Ouais. Même aux États-Unis, c'est la même chose, là. Mais aux États-Unis, ils voient, comme pour les coupes, les grosses coupes, là, les augmentations sont entre 7 et 10 % aux États-Unis. Nous, c'est autour de 30 à 35 % depuis janvier. Même le bœuf haché, là, on parle de 22 % depuis un an. Fait que dans nos modèles, il y a une partie qu'on est capable d'expliquer, mais il y a une autre partie qu'on n'est pas capable d'expliquer. Fait que c'est sûr qu'il y a probablement un peu soit de l'abus, soit de la spéculation. C'est ça. C'est pas facile. Hein? Les marges sont pas très élevées. Mais il y a certaines boîtes noires au sein de la distribution alimentaire, comme les compagnies privées, Cargill, Tyson, GBS. C'est toutes des méga entreprises, mais qui sont privées. On ne peut pas voir leur état financier en détail. Donc, on ne peut pas savoir si les marges ont augmenté ou pas. Puis au niveau des politiques publiques, est-ce qu'on pourrait imaginer certaines politiques publiques qui pourraient être efficaces là, pour atténuer la pression, par exemple, modulation des taxes ou soutien ciblé, ou c'est les grandes tendances qui vont jouer puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire? Ou même ça pourrait nuire peut-être, je sais pas, j'aimerais vous entendre. Il y en a une politique que j'ai poussée pas mal depuis les dernières années à Ottawa, c'est le code de conduite des épiciers. On a entendu un peu parler dans les médias. C'est un concept que je pousse depuis 10 ans au moins. Là. Pourquoi? Parce que les grandes chaînes ont énormément de pouvoir. Ils peuvent vraiment, vraiment nuire à la transformation alimentaire. Par exemple, si vous décidez de commencer, de démarrer une entreprise de jus, OK? Ben, pour vraiment réussir au Canada, il faut faire affaire avec soit Metro, soit Sobeys Empire ou soit Loblaws. Fait que vous allez cogner aux 3 portes. Là, Loblaws va vous dire, OK, on aime votre jus, on va vous mettre dans 15 magasins, puis les frais de listing, comme on dit, là, vont être de 250 000 $.
juste pour avoir le droit de vendre à Loblaws. Il faut payer son client pour faire de l'affaire avec Loblaws et Métro et Sobeys. C'est là qu'on voit qu'il y a un rapport de force qui est pas juste là, pour la transformation. L'année suivante, il remarque que le jus est populaire. On va mettre le jus dans 50 magasins. Mais là, les frais de listing vont être de 500 000 $. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit que vous allez dire, on oublie ça, ou vous allez dire, ben, on va payer le 500 000 puis on va augmenter les prix du jus, tout simplement. Qui paye en bout de ligne, ça va être le consommateur. Fait que c'est ce jeu-là du chat et de la souris en amont de la chaîne fait en sorte que l'inflation devient, ou les prix fluctuent beaucoup plus qu'ils devraient. Ça, on l'a démontré en laboratoire que si on stabilise et on discipline la chaîne, on peut stabiliser l'inflation. On ne peut pas éliminer l'inflation, mais on peut stabiliser les prix. Mais concrètement, le code de conduite imposerait quoi de gérer justement le montant qui peut être facturé à la personne qui veut? Admettons, Loblaws vous demande, ben, cette année, vous payez 500 000 $. Vous allez dire soit oui ou non, mais le code de conduite vous offre une troisième option, c'est allons devant un arbitre. OK. Pour décider qu'est-ce qui est juste pour maintenir la pérennité de votre entreprise et en vous gardant sur le marché. Finalement. Donc, ça permettrait aux petits joueurs peut-être de se tailler une place plus facilement dans l'écosystème. Ouais. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, puis j'en ai vu des entreprises se faire tuer carrément par des bannières. Là. Tout simplement parce que, ben, pour venir à l'exemple de jus, il y a vraiment une compagnie de jus à Montréal qui a été carrément éliminée, qui a dû fermer ses portes il y a quelques années parce que Loblaws avait décidé, dans 6 semaines, on arrête d'acheter. Puis l'entreprise venait d'acheter pour 6 mois d'intrants pour faire les jus. Ananas, bananes, tout ça. Fait qu'il y avait de l'inventaire. Fait que ça a vraiment été un coup de grâce. Là. Ça a été le coup de grâce pour cette entreprise-là. Puis, donc, le code n'aurait pas remis en question le fait que Loblaws arrête de faire affaire avec l'entreprise. Je pense qu'il faut respecter ça. Si une entreprise ne veut pas faire affaire avec quelqu'un d'autre, c'est correct. Mais c'est le 6 semaines. Ils ont donné 6 semaines. Fait que c'est pas assez de temps pour l'entreprise de pivoter et trouver un autre client. Là, mais avant d'entrer dans le deuxième bloc, j'aimerais peut-être faire une petite parenthèse pour parler de, dans le fond, tout ce qui est tarif et tout ce qui est boycott. Peut-être, je sais pas, je suis sûre que vous en avez abondamment parlé, peut-être un peu tanné d'en parler, mais est-ce que ça joue justement sur l'inflation, tout ce qui est les tarifs ou nos choix, mais qui ont découlé de ça? Dans le fond, c'est sûr, ça se reflète quand on choisit des produits plus locaux. Peut-être ça coûte plus cher aussi. Le régime Trudeau, vraiment, nous amenait dans une très mauvaise direction. Là. C'est que Ottawa vendait aux Canadiens, il faut riposter avec des tarifs, des contre-tarifs, tout ça. Puis on le voit dans les chiffres, là, l'inflation alimentaire est devenue un problème en raison de ça. Moi, j'ai toujours été contre là, de tarifer de la nourriture. L'acier, l'aluminium, les voitures, correct, là, les T-shirts, mais la nourriture, j'ai jamais compris. Si M. Trump veut faire ça chez eux, il va pénaliser les Américains. Mais chez nous, je pense que ça a été une erreur. Puis je pense que le premier ministre Carney l'a reconnu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a décidé de mettre les tarifs à 0 au mois d'avril durant les élections, sans le dire, en passant. Oui. Sans le dire. Puis je sais pourquoi. Là, je pense qu'on sait tous pourquoi. Parce qu'à l'époque, durant les élections, c'était il faut être fort devant M. Trump. Alors pourquoi baisser les tarifs, tout ça? Mais c'était la bonne décision. Là. C'était la bonne décision. Fait que là, depuis le 7 mai, il n'y a plus de contre-tarifs. Les chiffres de l'inflation vont sortir prochainement pour le mois de mai, puis je m'attends à une baisse du taux d'inflation. Ça. Fait que les contre-tarifs, c'est absolument une très mauvaise idée, là. C'est sûr. Dans le cas de l'achat local, moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est très rare sur les boycotts qui fonctionnent. Hein? Mais celui-là, il a fonctionné. Si on regarde les chiffres de Nick, la firme qui suit vraiment les données de vente alimentaire au Canada, on voit que,
Les produits du Canada, les produits faits au Canada, les ventes n'ont pas augmenté vraiment. L'achat local n'a pas vraiment pris d'ampleur avec ce qui se passait avec le président Trump. Par contre, les produits américains, mon Dieu, une baisse en volume de 8,5 %. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé? C'est des produits d'ailleurs. OK. Mexique, Pérou, Afrique du Sud. Donc, c'est les autres pays qui en ont bénéficié. C'est ça. Les gens aiment acheter québécois, acheter canadien, acheter local, mais ils haïssent plus les États-Unis. OK. C'est pour ça que les épiciers ont décidé, on va arrêter d'acheter américain puis on va acheter d'autres choses. Parce que les épiciers, ils savent que... Ils veulent vendre les gens n'ont pas produits. Un budget illimité. Là, ils ont continué à offrir des options abordables au public. Mais qui venaient de d'autres pays. Oui, parce que 8,5 % c'est énorme. C'est beaucoup. En 3 mois, là, parce qu'on est des créatures d'habitude. Ouais. Hein. On va au magasin, on va acheter à peu près les mêmes choses. On ne veut pas le dire, là, mais on achète à peu près les mêmes choses. On connaît les marques, on connaît les produits à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Donc, pour pousser les gens à regarder des étiquettes, puis éviter certains produits parce qu'on voyait les mots États-Unis, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis pensez-vous que ça va durer dans le temps? Non. Ou... Non? Okay. Non. Si l'inflation alimentaire continue à être un problème, non. Parce que les gens vont vraiment... Mais en même temps, ce que je trouve dommage, c'est que les produits locaux n'ont pas profité de cette campagne-là. Puis je pense qu'il y a un mythe. On a travaillé avec Aliments du Québec et puis on a démontré que dans la majorité des cas, un produit québécois est compétitif. Mais les gens pensent qu'il est plus cher. Fait qu'il faut déboulonner ce mythe-là le plus possible. Mais aussi, il y avait des enjeux à savoir, ça a été produit ici. C'était difficile de décortiquer vraiment qu'est-ce qui venait des États-Unis dans tout ça, au final, de toute façon. Là. Moi je trouve les marchés sont très reliés. Là, quand j'avais ces questions-là, moi, je trouve le système qui est correct, là, mais c'est sûr que pour ceux qui ne regardent pas les étiquettes, c'est peut-être différent. Là. Mais c'est sûr qu'il y a eu des problèmes. Là. Produits du Canada, ça, c'est l'objectif. Ça, c'est 100% canadien. Fait au Canada, c'est la dernière étape de production est au Canada avec 51% des ingrédients au moins qui sont canadiens. Et puis, préparer au Canada, ça, c'est la dernière étape de transformation au Canada, même si les ingrédients arrivent d'ailleurs. Fait que c'est un peu ça le système qu'on a de tiers. Je trouve que c'est un système qui a de l'allure. Le problème, c'est qu'on a tellement un pays vaste. Je suis pas certain que les gens à Saint-Lambert pensent que, je sais pas moi, une tarte de l'Okanagan en Colombie-Britannique... C'est local. Ouais, parce que le Mexique est plus proche d'ici que Vancouver. C'est sûr. Je pense que ça fait on peut bien pivoter vers le second sujet et parler de souveraineté alimentaire puis du rôle de l'État dans l'agroalimentaire. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire, ne serait-ce qu'avec la COVID, les chaînes de distribution qui avaient été affectées et tout. Y croyez-vous à la souveraineté alimentaire dans un pays comme le Canada ou même au Québec, là, avec le climat qu'on a? Est-ce que c'est réaliste? Moi, j'y crois pas. En fait, moi, je trouve que c'est un guet-apens. C'est un danger. Je crois à l'autonomie alimentaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis d'ailleurs, le Québec, c'est la seule province avec une politique d'autonomie alimentaire au Canada. Peut-être qu'on peut distinguer à ce moment-ci, peut-être les. Oui, puis j'en avais parlé concepts, avec le premier ministre François Legault, puis André Lamontagne, votre ministre de l'Agriculture. Je l'ai salué pour le travail parce que, tu sais, on force les parties prenantes à penser stratégiquement envers l'agroalimentaire. Donc, par exemple, la fraise du Québec. Les Québécois capotent sur la fraise. Ils adorent la fraise, surtout là. Oui. Mais, tu sais, on est programmé. Moi, j'ai vécu, je viens de Farnham, puis on passe aux fraises en juin, juillet. T'sais, dans mon temps, c'était de la Saint-Jean-Baptiste à une semaine après la fête du Canada. C'était comme ça. Mais pourquoi pas faire la fraise 12 mois par année au Québec? Ben, il faut une stratégie pour ça. Puis dans le cadre de l'autonomie alimentaire au Québec,
ben, on a investi dans les fermes de Mers à Québec pour produire de la fraise. Un autre exemple d'autonomie alimentaire, au lieu d'acheter des bébés carottes de la Californie, on ne fait pas de bébés carottes au Canada. 5 millions de dollars. Pas 50, là. 5 millions de dollars. On va faire 5 millions de dollars à une entreprise en Montérégie pour faire des bébés carottes. Puis 30 des carottes consommées au Québec sont des bébés carottes. Oui, puis ça a été tourné un petit peu en ridicule. Là. Oui, le pauvre premier ministre a fait un peu rire de lui avec ce sujet. Pourtant, c'est vraiment beaucoup d'argent. Maintenant qu'on le dit avec des chiffres, c'est peu d'investissement, puis en fait, c'est beaucoup de dépenses. Il s'est fait ridiculiser. Mais, là, je dis, c'était pas généralisé, mais quand même, il y a eu certains commentaires à l'effet que c'était un sujet un peu trivial. Mais en fait, il y a beaucoup d'argent qu'on laisse sur la table parce qu'on préfère les bébés. Mais en fait, ça n'existe pas, en fait, un bébé carotte. Mais non, mais le concept a été inventé en Californie. C'est pratique pour les lunchs. C'est parce qu'à l'époque, il y a un producteur de carottes en Californie. Il essayait de penser une façon de pousser les gens à manger plus de carottes. Parce que les carottes, si tu travailles, il faut peler, puis il faut les couper aussi. Fait que lui a essayé de penser une façon de populariser la carotte. Puis ça a été comme inventé là, dans les années 80. Puis la Californie vend la majorité des bébés carottes dans le monde. Fait que moi, j'ai jamais compris pourquoi on l'a pas fait ici. Fait que finalement, on l'a. Là, ça arrive. Ben, moi, je trouve que pour 5 millions de dollars, c'est vraiment un bon choix. Là. Fait que c'est ce genre d'initiative-là qui vient me chercher, qui font du sens. Mais ou les concombres. La souveraineté alimentaire, dans le fond, dans de la façon puriste qu'on peut y penser, là, c'est qu'on éliminerait le café, le cacao, le thé, tout ce qu'on produit pas ici, là, les agrumes, puis les bananes. Je suis pas certain que c'est la meilleure chose à faire. Mais je pense qu'on peut miser sur quelques vecteurs économiques pour produire davantage à bas prix pour garder notre panier d'épicerie le plus abordable possible. Puis donc, l'autonomie, c'est le versant de ça, c'est de ne pas aspirer à être 100% souverain et autonome à 100%, mais de tendre vers... Ben, c'est ça. J'ai déjà interagi avec des groupes de citoyens qui pensent qu'on ne devrait pas importer quoi que ce soit. Là. On devrait produire tout chez nous. Puis... moi, je pense qu'il y a beaucoup d'économies à travers le monde qui veulent du québécois dans leur assiette. Aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Au Japon. Parce qu'on a quand même... On est juste 41 millions de personnes dans un pays qui est vaste avec beaucoup de ressources. Et 60 de notre richesse vient du commerce international. Il faut être réaliste, là. On est un commerce ouvert. On est une économie ouverte au monde. Puis la création de richesse passe par les exportations. Alors, ça serait un peu hypocrite de dire on va vendre à tout le monde, mais... On va rien importer. C'est ça, on achète de personne. Ouais. C'est quand même, on parle de pour ce qui est de la balance de commerce, on parle de quoi? C'est à peu près 140 milliards de dollars. Là. C'est quand même de l'argent. Prochain sujet, peut-être un petit peu plus, chargé. Mais quoique, bon... Je sais où est-ce que vous en allez. Quoique, bon, la gestion de l'offre, bon, au Québec, c'est comme un peu... ça fait consensus, finalement. Personne ne remet ça tellement en question. Sauf moi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'en parle à gauche, à droite, à des gens... Rares sont les personnes qui peuvent vraiment nous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait? J'étais justement tantôt avec Nathalie Normando puis Luc Fernandez. Puis ils m'ont posé exactement la même question. Moi, je leur ai posé, savez-vous comment ça marche, la gestion de l'offre? On vous dit que c'est super, mais savez-vous pourquoi? Oui. Ben, ça stabilise les prix, c'est vrai. Ça permet à des producteurs de rester en région, c'est vrai. Il y a quand même de belles choses avec la gestion de l'offre. Le gros problème qu'on a avec le débat de la gestion de l'offre, là, c'est qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui veulent abolir le système, ce qui est une mauvaise affaire.
Puis il y a aussi le camp de ceux qui disent, surtout au niveau des producteurs agricoles, puis je suis certain que vous en avez entendu parler de l'UPA. Oui. Ils ne sont pas trop loin d'ici, en plus. Ben, eux, ils veulent rien savoir, ils veulent pas de débat, mais il n'y a aucune transparence non plus. T'sais, comme avec McGill, nous, on a présenté une étude qui a été publiée il y a quelques mois qui démontre clairement qu'au Canada, on jette entre 600 millions et 1 milliard de litres par année de lait. Okay? Nous, on est arrivé avec un chiffre. L'Union des producteurs agricoles nous a dit c'est de la foutaise, c'est pas le vrai chiffre. Je leur demande OK, c'est quoi votre chiffre? Il n'y avait pas de chiffre. On jette pas de lait. C'est parce que moi, j'ai travaillé sur des fermes. Des vaches, ça n'a pas de valve, là. C'est ceux qui en jettent, là. J'ai déjà même parlé avec des producteurs de lait en Outaouais. Tout récemment, au mois d'avril, j'étais en Outaouais. Puis on m'a avoué, à chaque mois, ils jettent du lait, là. À chaque mois, parce qu'il y a un surplus. Mais aussi, parce que moi aussi, j'avais vu votre post sur X, je m'excuse pour l'anglicisme, mais la publication. Et puis, j'avais parlé avec un producteur de Montérégie, et puis qui m'avait dit, mais aussi, des fois, on jette du lait parce que c'est pas la bonne concentration en protéines, ou qu'il y a trop de protéines, ou qu'il y a trop de gras. Donc, oui, c'est vrai. Pour ajuster... C'est vrai. Oh, ouais. Selon ce que la population veut. En même temps, c'est comme si j'ai l'impression que des fois, peut-être ce désir-là pourrait changer. Probablement qu'il y a des gens qui voudraient du lait plus protéiné puis qui ne voudraient pas qu'on jette les protéines. C'est ça, exactement. C'est parce qu'eux, ils pensent à deux ingrédients, le gras puis le lait. Ouais. Okay? Il n'y a pas de entre-deux. Puis les prix sont fixés selon les coûts de production pour les deux. Le gras pour le beurre, puis le lait fluide. Le lait fluide est moins populaire. Les gens boivent de moins en moins de lait. Mais dans le cas du gras, l'argent est dans le gras, là, les gens achètent du beurre, ils vont acheter d'autres choses. Là, il y a certains produits laitiers qui sont de plus en plus populaires. Mais ce que je trouve dommage actuellement, c'est qu'il n'y en a pas de débat, puis on tente d'étouffer le débat. Ça fait 20-25 ans que j'essaie d'amener les gens à penser autrement avec la filière. La beauté du système de la gestion de l'offre, c'est qu'on peut justement optimiser la production laitière. Mais on le fait pas. Par exemple, pour jeter le lait, saviez-vous qu'on a une réserve stratégique de beurre au Canada? Non. C'est géré par la Commission canadienne du lait, une société d'État qui nous appartient à Ottawa. Pourquoi pas créer une réserve stratégique pour le lait en poudre et d'exporter ce lait-là à des marchés ailleurs et faire de l'argent avec ces revenus-là, par exemple? Parce que quand on voyage là, dans le monde, là, je vais être au Brésil la semaine prochaine, des gens adorent les produits canadiens. Les gens pensent que les produits canadiens sont propres. Pourquoi pas prendre avantage de ça puis vendre la marque canadienne, québécoise au reste du monde? Là, actuellement, on a des petites fermes qui sont pas efficaces, qui sont pas compétitives. Fait que si demain matin, on met fin à la gestion d'offres, il n'y aura plus de production au Québec. Là. C'est fini. Là. On se ferait écraser par la production américaine. Alors, ce que moi, je suggère, c'est une feuille de route pour optimiser la filière et de rendre notre production plus compétitive aussi. Parce que si vous parlez à des fromagers, je suis pas mal certain que vous avez des fromagers dans votre coin, que vous n'avez rencontrés, ils paient cher pour leur lait. Là. Le lait industriel, il est très, très cher. Mais donc, si je vous comprends bien, c'est pas de faire table rase, c'est de garder une forme de gestion de l'offre, mais d'optimiser. Puis faire table rase, c'est une erreur. Ouais. Oh oui, ça serait une erreur. Donc, ce que je suggère, c'est de garder le système de quotas, mais en même temps, regarder les coûts de production et au lieu d'utiliser une moyenne, comme tout le monde est payé égal, là, utilisons un point de référence des producteurs qui sont les plus performants. Mais là, actuellement, les calculs sont un peu flous. On ne sait pas comment ils sont effectués par la Commission canadienne du lait. Je demande toujours à chaque année quelles fermes ont été incluses dans l'échantillonnage parce qu'à chaque année, ils font une recension de fermes pour comprendre les coûts de production. On ne sait pas à qui ils parlent. On ne sait pas si... On ne voit pas les factures. On ne voit pas qu'est-ce qui a été inclus. C'est très opaque. Le manque de transparence fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde... Quand ils entendent parler de la gestion de l'offre, ils disent c'est un bon système, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi parce que les producteurs ne prennent pas la peine d'éduquer les gens.
Fait que quand tu as quelqu'un comme moi qui arrive, ben voici le système tel qu'il est, ça va pas bien, là. Il y a des problèmes, là. T'sais? Ben, l'UPA pense que moi, je veux mettre fin au système. Non, je veux rendre le système plus efficace. Plus transparent. Pour eux et pour le consommateur aussi en même temps. Parce que là, actuellement, là, au Québec, là, on a 4500 fermes laitières. OK? Il y en avait 25 000 en 1980. Puis probablement qu'en 2030, on va en avoir à peu près 2800. OK, ça va en décroissance. C'est là où on s'en va. Le statu quo, c'est ça. Là. OK? Fait que moi, est-ce que c'est parce que les fermes grossissent ou c'est parce que... Il y a la génétique. Okay. Il y a la génétique. Les vaches produisent plus de lait. Là. OK. Ça, c'est un autre aspect qui dérange aussi parce qu'on parle pas... On parle rarement comment est fait le lait. Hein? Oui. C'est le retrait du veau. Puis, c'est quand on commence à expliquer... moi, j'ai déjà expliqué à des étudiants comment ça marche ta production laitière. Puis, après 20 minutes, il y a du monde qui veulent devenir vegan. Là. Parce que la réalité, une vache produit du lait pour un veau. Mais on redistribue ce lait-là pour la chaîne humaine. C'est ça qui arrive. On le fait, on l'accepte, parfait, mais il faut quand même expliquer aux gens ce qui se passe. Puis ça les rattrape un peu parce que de plus en plus, les gens commencent à dire « Ouais, mais puis il y a des documentaires, Dairy Scary, tous ces documentaires-là abîment l'image de la filière laitière. Puis notre travail, nous autres, c'est pas compliqué, c'est qu'on veut, on veut provoquer, mais on veut provoquer surtout un débat avec les producteurs de lait. Mais ils se sentent menacés. Fait que ils veulent rien savoir. Ils veulent juste avoir un bon prix. Puis ils veulent que personne questionne quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça que quand on va à Longueuil, à l'Union des producteurs agricoles, puis on pose des questions sur le rendement de production, comment ils nourrissent les vaches. Il y a eu Buttergate. Oui, parce que le beurre, oui, c'est ça. Il y a eu Buttergate à l'île de Palme. Ça sort d'où, ça? Fait que l'Union des producteurs a dit, il y a personne qui nourrit les vaches d'huile de palme, mais quand on parle des fournisseurs, ils nous disent ils en vendent beaucoup au Québec. Fait que ça s'en va où? C'est là qu'on voit qu'il y a un petit peu d'hypocrisie qui dérange beaucoup. Fait que moi, je souhaite un jour, demain d'ailleurs, à Place Bonaventure, je vais être avec le président de l'Union des producteurs agricoles, puis j'espère qu'on va arriver à un point où il va y avoir plus de transparence, qu'on puisse avoir un débat pour sauver la gestion de l'offre. Parce que là, actuellement, je pense que on s'en va vers un précipice. Là. Bien, je vous le souhaite, un beau débat, puis pour tout le monde aussi, plus de transparence. Avez-vous de la famille en agriculture? Non, okay. Non. Ben, moi, j'en avais. Puis c'est sûr que quand je viens au Québec, là, les producteurs de lait ne m'aiment pas. Là. Puis je comprends parce qu'il n'y a personne qui ose contrarier l'Union des producteurs agricoles. Moi, je ne vis pas au Québec. Là. Ils ne peuvent pas me toucher. Là. Mes subventions ne sont pas... Parce qu'il faut comprendre aussi, les universitaires, la plupart des universitaires, à Laval, à McGill, je vais passer mon année à McGill l'année prochaine, il y a beaucoup de financement de recherche qui vient de Longueuil. Donc, il y a un peu une omerta. Il n'y a pas grand monde qui parle. Ouais. Absolument pas. Puis même McGill, tu sais... sont un peu nerveux, là, de me voir arriver pour un an en sabbatique. C'est juste un an. C'est juste un an, c'est ça, tu sais. Puis, mais c'est ça qui est plate avec tout ça parce que, tu sais, dans le fond, moi, je veux aider l'Union des producteurs agricoles, je veux aider la filière, mais c'est pas comme ça qu'ils le voient. Mais aussi, c'est un peu, tu sais, pour ceux qui connaissaient pas le Buttergate, mais c'est peut-être l'expliquer brièvement, mais c'est préoccupant parce que dans le fond, on achète un produit, mais est-ce le même produit qu'on connaissait? Ben, les gens, en 2000, c'est là 4 ans, là, maintenant. Wow! En 2021, on recevait beaucoup de plaintes. Le beurre devenait pas mou à température pièce. Il était plus pâle aussi, je me trompe pas. Ouais. Puis la qualité a changé. Puis les gens se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, on s'est organisé avec l'Université de Guelph. Puis on est allé chercher 200 échantillons partout au Canada. On les a fait tester dans le même laboratoire, sous les mêmes conditions. Puis on s'est rendu compte que le niveau d'acide palmatique dans le beurre était plus élevé que la moyenne des 10 dernières années. Fait que
ça peut pas venir d'ailleurs que la façon que les vaches sont nourries. Donc, il y a la palmite. La palmite, ça, c'est un produit dérivé de l'huile de palme qui arrive d'Indonésie, là. Ben, on offre ça aux vaches pour augmenter le contenu de gras dans le lait parce que l'argent est dans le beurre. Fait que économiquement, ça faisait du sens. Mais ils savaient que les producteurs ne se sont jamais posé la question en nourrissant les vaches différemment, est-ce que ça affecte la qualité du beurre? C'est ça le problème avec la gestion de l'offre. La gestion de l'offre devrait forcer les producteurs à être préoccupés par ce que les consommateurs pensent de leurs produits. Mm-hmm. Mais or, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est difficile de se faire une tête sur le produit. C'est ça. Ouais. Donc, puis moi, à mon avis, pour que la gestion de l'offre fonctionne, il faut être préoccupé par la qualité des produits au détail. Les produits Si on se vante que les produits sont meilleurs, les produits de laitiers sont les meilleurs au monde, ben, prouvons-le. Mm-hmm. Il faut démontrer que... Parce que je l'entends souvent, les producteurs de lait, c'est le meilleur fromage, c'est le meilleur lait. OK, j'ai pas vu d'études qui comparaient le lait canadien avec du lait américain ou ailleurs. Mm-hmm. Mais on est bon à critiquer les Américains, par exemple, avec l'hormone. L'hormone de croissance. On est bon à critiquer les autres, mm-hmm. mais on veut pas comparer. Mm-hmm. Ouais, tout ça est bien intéressant. Ouais. Parce que j'espère que pour votre podcast, vous n'allez pas recevoir des bêtises. Non, je ne crois pas. Il n'y a rien de ce qui se dit qui est très, très dérangeant. Parce que nous autres, parce qu'on a parlé souvent de la gestion de l'offre sur le podcast de Food Professor, puis à chaque fois. Ben, je suis prête à recevoir déjà l'invitation est lancée. Pour poursuivre par rapport au rôle de l'État, dans le fond, comment vous envisagez le rôle de l'État dans l'alimentation? Est-ce qu'il devrait être vraiment un régulateur? Là, on parlait de qualité de nourriture. Est-ce que c'est un planificateur, un facilitateur? Est-ce que le rôle de l'État en ce moment est assez bien joué ou trop? Il s'en mêle trop, pas assez? Ben, au Québec, il est trop là. Mm-hmm. Ça varie d'une province à l'autre. Là. Mais au Québec, ma PAC est omniprésent, là, comme trop. Okay. Mais en même temps, on a une populace qui est engagée aussi au Québec par rapport à d'autres provinces. C'est différent au Québec. Mais de façon générale, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de salubrité des aliments? Ouais. Bon, l'Agence canadienne, je m'attends à ce qu'on régule comme il faut, qu'on surveille, etc. Quand on parle au développement économique, moi, à mon avis, c'est là où vraiment il y a un problème. Là. Parce que quand on regarde Agriculture Canada, par exemple, avec qui je travaille quand même beaucoup, il y a vraiment... le focus est sur le producteur agricole. Mm-hmm. On parle pratiquement pas de transformation. On parle pas de distribution. Encore moins de détails, de restauration. C'est vraiment la production. Fait que... Et le maillon faible au Canada, au sein de la filière, c'est la transformation. Ouais, on a vraiment un secteur anémique. Okay. Au Québec, encore là, il y a une exception parce que 60% des denrées agroalimentaires au Québec, qui sont produits au Québec, sont transformées au Québec. En raison de la gestion de l'offre, là, je sais, là, mais la transformation au Québec est quand même assez forte. Pas ailleurs. Pas ailleurs au Canada. C'est vraiment l'exportation. On le voit avec le homard en Atlantique. Canola dans l'Ouest. Ça commence à changer tranquillement, pas vite, mais c'est encore long. Là, mm-hmm. Fait que il y a de l'ouvrage à faire là-dessus. Moi, j'ai toujours préconisé qu'au niveau de la gouvernance du gouvernement, au niveau fédéral surtout, c'est qu'il devrait y avoir justement un ministère de l'alimentation. Point. Ce qui inclut l'agriculture, la transformation, la santé, une partie de la santé, tout. On englobe tout. Actuellement, à Ottawa, Agriculture Canada, c'est un des portfolios les moins importants au sein du gouvernement. D'ailleurs, regardez le cabinet de Carney. Ouais. Savez-vous c'est qui le ministre de l'Agriculture? Non. C'est justement. Il y a beaucoup de... Mais la grande majorité des Canadiens ne le savent pas. C'est qui? C'est Hugh McDonald, mais qui vient de l'île du Prince-Édouard. Pourquoi qu'il vient de l'île du Prince-Édouard? Parce qu'il y a des patates. Oui, mais on avait besoin de quelqu'un
au sein du cabinet qui venaient de l'île du Prince-Édouard. OK. De représentation régionale. Fait que Hugh McDonald, c'est un gars qui représente l'île du Prince-Édouard. C'est pas quelqu'un qui représente l'agriculture. Ouais. Puis je parlais justement avec des producteurs de l'Ouest. T'sais, l'île du Prince-Édouard est à peu près de la même dimension de 2 fermes en Saskatchewan. Fait que il peut pas comprendre les enjeux dans l'Ouest canadien. Moi, j'ai vécu dans l'Ouest canadien, puis c'est pas du tout comme au Québec. Monde, ouais. J'ai vécu en Ontario, puis c'est pas du tout comme au Québec ou dans l'Ouest. Puis c'est la même chose dans les maritimes. Alors, le portfolio de l'agriculture a été mal représenté, à mon avis, depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ça, c'est un problème. Je vais vous amener sur la taxe sur les produits sucrés, parce que je pense qu'il y a une province, puis là, je ne sais plus c'est laquelle. Peut-être la Nouvelle-Écosse? Terre-Neuve. Terre-Neuve, qui a instauré ça, puis je vous ai lu, puis vous sembliez dire qu'il n'y avait pas vraiment de preuve que c'était efficace. En même temps... Non. Je veux dire, c'est sûr que les produits sucrés nous causent, admettons, des dépenses en santé ou... Bon, fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, je suis dans le domaine de l'éducation. Moi, je crois en l'éducation. Puis d'ailleurs, on le voit avec les boissons gazeuses. On le dit, c'est pas bon. Puis il y a une diminution. La consommation par capita diminue à chaque année au Canada. Pourquoi? Parce qu'on le dit que c'est... On boit une bouteille, puis il y a 16 cuillères de sucre là-dedans. Puis on l'image, il y a des images, puis je pense que l'éducation, c'est important. L'étiquetage aussi est important. À partir du mois de janvier 2026, si un produit a trop de sucre, trop de sodium, trop de gras, on l'affiche maintenant. Il va avoir une étiquette sur l'emballage, partout. Ce qui est excellent. À mon avis, ce sont des mesures qui sont excellentes. Dans le cas de Terre-Neuve, j'étais un peu inquiète parce que je sais qu'il y a d'autres provinces qui sont dans la Terre-Neuve pour voir ce qui se passait. Bien, ça a été dit même comme une mesure parce que au Québec, il y a eu des déficits quand même assez records. Puis ça a été mentionné là, comme par, je pense, M. Godbout, qui mettait ça dans la balance là, comme peut-être une mesure à explorer pour renflouer les coffres finalement. Parce que c'est sûr qu'il y a des coûts là, qui sont entraînés par les produits sucrés, les boissons sucrées peut-être spécifiquement aussi. Là. Bien, justement, ce que Luc a dit, c'est de faire quelque chose pour les mauvaises raisons. Si on veut vraiment diminuer la consommation, on ne devrait pas le faire pour augmenter les revenus. Puis c'est ce que Terre-Neuve a fait. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis une taxe, pas au détail, parce qu'on ne voulait pas offusquer les gens. Fait qu'on l'a mis en amont, en distribution. OK. C'est 20 OK? Fait que la province a généré, je pense, c'est 11 millions de revenus la première année, 12 millions de revenus l'année suivante, 13 millions, et l'année 4, c'est 15 millions. Donc, ça va en croissant. Oui, c'est là le point. Autrement dit, le monde boive plus. Oui. Mais pourquoi que le monde... Mais après, on peut se poser la question, comment ils réinvestissent cet argent-là? Peut-être ils ne savent pas. OK. C'est ça, ça va... Parce que le problème avec l'État, c'est une boîte noire. Là. Oui. On met de l'argent, c'est comme la taxe sur le carbone en passant. Ottawa a collecté 16 milliards de dollars de taxe sur le carbone. Êtes-vous capable de me dire où est-ce qu'on a dépensé cet argent-là? Moi non plus. Puis l'officier du budget l'a dit souvent, c'est qu'on a beau... Puis souvent, quand on prêche la vertu, on dit on veut rendre les gens plus en santé. Bien, il y a deux choses qui se passent. On promet de dépenser l'argent de telle façon, il n'y a pas de transparence. Puis deuxièmement, bien, si on veut que les gens soient plus en santé, est-ce qu'on mesure si les gens sont effectivement plus en santé ou est-ce qu'ils consomment moins? Oui. Bien, à Terre-Neuve, c'est le contraire qui s'est passé. Ils consomment plus. Pourquoi? Puis ça, c'est la règle importante pour les autres provinces. La leçon importante pour les autres provinces, c'est que la chaîne a absorbé la taxe à cause des marges. Fait que le prix des terres n'a jamais changé. Là. Puis on en parlait dans les médias. Fait que les gens, bon, il n'est pas plus cher, c'est encore pas cher. Fait qu'ils en ont acheté, puis ils en ont acheté. Fait que c'est probablement la pire politique qu'il pourrait avoir. Fait que si on a taxé, moi, je suis contre la taxe sur la bouffe. Point final.
Même la malbouffe. Actuellement, à l'épicerie au Canada, on paye pour 2 milliards de dollars de taxes sur la bouffe. Là. Puis il y en a qui pensent, ouais, mais ça, c'est la malbouffe, c'est le chocolat, c'est tous les produits. Non, ouais, mais c'est parce que le guichet, la section où le prêt à manger, là, c'est tout taxé, puis il y a de la salade, des sandwichs. Les gens qui sont vieux, les personnes âgées, les gens qui vivent seuls, ça ne tente pas tout le temps de cuisiner. Puis le prêt à manger de l'épicerie est-il vraiment pire que Ben c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi que c'est taxé, ces affaires-là. Ouais. Parce que c'est des produits santé. L'autre chose, avec la réduflation, c'est que souvent, il y a un produit qui n'est pas taxé qui devient taxable. Par exemple, si vous achetez une boîte de barres granola avec 6 barres dedans, ça, c'est pas taxable parce que c'est un aliment. Mais à 5, c'est une collation, donc c'est taxable. Ah. Pourquoi vous pensez que la plupart des manufacturiers ont 5 barres maintenant dans leur boîte? Vous êtes taxé. La crème glacée, au-dessus de 500 ml, la même crème glacée, c'est pas taxé. En bas de 500 ml, c'est taxable. Puis l'année passée, plusieurs manufacturiers, Ben Jerry's, Häagen-Dazs, toutes ces marques-là, ils ont diminué leur format en deçà de 500 ml. Pourquoi puis vous payez donc? 15 de taxes. Mais eux, c'est quoi leur avantage? C'est qu'ils... Ben, c'est des multinationales. Ils se foutent de ce qui se passe au Québec, au Canada. OK, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur dit de faire ça parce qu'il y a un incitatif quelque part. je veux dire, je comprends. Ben, eux, ils pensent pas comme ça. OK, non, eux, c'est pour ils pensent pas aux lois réduire le fiscales. produit. Ouais. Eux, ils pensent à leurs usines. Mais ça adonne que notre règlement fait en sorte qu'on devient taxé. On a des règlements fiscaux ridicules OK. qui pénalisent le consommateur en bout de ligne. Puis c'est pour ça que le point que je veux faire, c'est que souvent, les gens disent, ben, c'est parce qu'on taxe des collations qui sont pas désirables. Non, vraiment pas. Là. Il y a beaucoup de produits qui ne devraient pas être taxés, point. Là. Puis ils n'étaient pas taxés avant. C'est pour ça que quand j'ai témoigné à l'Assemblée nationale à l'automne passé sur la loi sur la transparence, là, les prix au Québec, là, vous avez une transparence qu'on n'a pas ailleurs. Là. Ben, moi, j'étais vraiment pour cette loi-là parce que, justement, on permettait aux gens de savoir qu'est-ce qui est taxable, qu'est-ce qui n'est pas taxable. Mais on le sait pas. C'est où qu'on trouve ces informations? Sur l'étiquette. Sur l'étiquette. OK. Ouais, quand merci. Vous êtes en allée, dans les allées, là, vous allez le voir. Là. C'est indiqué taxable, pas taxable. J'avoue que je fais ça plus en ligne maintenant. Ah, OK. Ouais. Bon. Mais ça devrait être indiqué en ligne, par exemple. OK. Ouais. À suivre. Mais il y a plus d'informations, puis je trouve que c'est important que les gens puissent savoir, parce que souvent, on arrive à la caisse, puis on regarde le reçu. Je ne sais pas si vous avez regardé vos reçus souvent, mais souvent, c'est pas clair qu'est-ce qui est taxé, qu'est-ce qui n'est pas taxé. Chez Loblaws Provigo, c'est mieux indiqué, mais chez Sobeys, il y a une ligne en bas, puis il y a des codes à côté. Fait que, tu sais, c'est pas facile. Là. OK. Ouais. Je vois que le temps file. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse parler d'innovation, les nouvelles tendances, peut-être commencer par parler. Est-ce que l'innovation technologique va changer vraiment la donne, selon vous, dans les prochaines années? Puis si oui, comment? L'innovation technologique, à quel niveau? Oui, en agroalimentaire, peut-être en production. Le gros thème actuellement, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça, oui. Ce qui est intéressant dans le domaine agroalimentaire, puis l'IA, c'est que il y a la production puis la consommation. Mm-hmm. Puis l'IA est dans les deux depuis longtemps. Ouais. C'est quand même, là, parce que l'IA, c'est dans nos vies depuis longtemps. Là, Waze, Google. Ouais. Puis là, on commence à voir dans les magasins une optimisation des prix, fixation de prix dynamique, etc. On commence à le voir. Au niveau de la production, l'IA, on l'utilise depuis longtemps. Test des sols, irrigation des sols, fertilisants, tout ça. C'est l'agriculture de précision, ouais. C'est l'IA. Il faut utiliser l'IA avec des données. Mais c'est entre les deux qu'il n'y en a pas. Là. Okay. Il y a vraiment un manque. Là. Puis tout ce qui est drone, là, on voit poindre ça à l'horizon. Peut-être même aussi, là, il manque de réglementation pour l'application de pesticides, peut-être par drone, qui pourrait permettre de réduire. En tout cas, on voit plein de choses. La plupart des agriculteurs qui sont des agriculteurs pour de vrai, là, ils utilisent des drones depuis déjà plusieurs années. Là, puis ça va bien quand même. Là. Puis, je sais qu'il y a eu le gros débat au Québec sur les pesticides, puis le Roundup, puis le glyphosate. Puis, moi,
en regardant de l'extérieur, j'ai trouvé que ce débat était malsain, là, parce que moi, je trouve que les Québécois ont été vraiment, vraiment mal informés. Ah oui? Ben oui, parce que l'agriculture de précision permet à un agriculteur de vraiment bien cibler l'utilisation de ces produits-là. Mhm. Qui veut gaspiller? Qui veut mettre trop de glyphosate? Tu sais? Puis c'était ça le problème à l'époque. C'est que les producteurs aspergeaient. Quand j'étais jeune, là, Ouais. ils Il aspergeaient n'y en avait pas de problème. On en mettait plus qu'il en fallait. Ah non, puis ça, c'était vrai, Ouais. irresponsable, c'était pas bon pour l'environnement. Mais là, aujourd'hui, les producteurs sont beaucoup mieux ciblés, sont plus précis Ouais. avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils savent que s'ils mettent... parce que là, je sais pas si vous savez, mais il y a des systèmes là, qui peuvent anticiper les mauvaises herbes avant qu'ils poussent. Mhm. Avant qu'ils sortent, là, avant qu'on les voit. Là, ils se promènent dans les champs, puis il y a des lasers. Oui, c'est puis ça. Mais puis ça élimine même le besoin de pesticides. Exact. C'est ça. Exact. Parce que c'est pas sans risque. Mais je pense aussi le débat au Québec avec les pesticides, c'est aussi beaucoup sur les espaces privés, les gazons, les golfs, etc. Les endroits où, dans le fond, c'est pas lié à la sécurité alimentaire. Je pense que le lobby anti-glyphosate a eu l'idée de gêner, d'urbaniser le débat. Au lieu de miser sur les producteurs, ils sont allés en ville pour influencer l'agriculture. Mm-hmm. C'était vraiment une idée de génie. Là. Oui. Fait que les golfs, les parterres, les conseils municipaux ont été approchés beaucoup. Pourquoi? Parce que on informe le citadin que le glyphosate, c'est mauvais, c'est pas bon. Ben, en même temps, c'est vrai que c'est pas sans risque pour la santé, les pesticides. Si c'est mal utilisé, c'est ben ça, oui. Oui, mais surtout, tu sais, pour une pelouse. Mais là, on digresse, mais enfin, oui, c'est vrai que ça fait rendu dans les conseils souvent, municipaux. ce qui arrive, puis le glyphosate, c'est juste un exemple, mais on va urbaniser un débat avec de l'information qui est, je trouve mal structurée. Ouais. Et tout ça influence les politiques en agriculture. Puis l'UPA a subi les conséquences de tout ça. Là. Même les agronomes au Québec ont été massacrés aussi avec tout ça. Puis, tu sais, je trouvais ça, wow, c'est allé loin pas mal. Mais c'est vrai qu'on aurait intérêt à séparer les deux mondes parce que c'est complètement distinct comme réalité. Là. Plutôt me poser la question, est-ce que le gouvernement en fait assez? Oui. Il y a un clivage énorme entre le monde urbain et le monde rural. Ce clivage-là fait en sorte qu'il y a des mauvaises politiques qui s'adoptent. La taxe sur le carbone, par exemple, sur les producteurs agricoles. Les gens qui prennent soin de l'environnement, à mon avis, ce sont les producteurs agricoles. Outillons les producteurs en leur donnant une carotte et non pas un bâton. Un bébé carotte, même. Un bébé carotte. Exactement. Peut-être rapidement, les tendances là, qu'on a vues, est-ce que vraiment on consomme moins de viande? Est-ce que la production là, d'insectes, protéines d'insectes et tout, où on s'en va avec tout ça? Parce que je pense que peut-être il y a peut-être un décalage entre le discours et les comportements. Est-ce que ça a suivi ou est-ce que, selon vous, là, c'était plus des tendance passagère? Ça se démocratise, je trouve, un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont... ça crée un malaise, la protéine végétale. Moi, je trouve ça formidable parce que pendant des années, c'était plate, le comptoir des viandes. C'était poulet, porc, bœuf. Poulet, porc, bœuf. Ce qui était en spécial, ben, c'est ça qu'on mangeait. C'était plate, là. Mais là, depuis quelques années, on commence à parler de tofu, d'hummus, on commence à parler de lentilles, pois chiches. Il y a d'autres options. Ouais. Puis, veut pas, il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de consommer de la protéine animale pour des raisons d'éthique, le traitement éthique animal, l'environnement, la santé, le prix. Ouais. Tu sais, plus que pour venir à l'innovation, puis ce que je dis au CIAL, c'est le Salon de l'innovation à Montréal, en agroalimentaire, plus qu'on reconnaît la fragmentation du marché, plus qu'on laisse sa place à l'innovation. Fait que ce qui est arrivé avec la protéine depuis 5-10 ans, là, c'est formidable. Ouais. Si on veut innover, là, c'est parfait. Là. Puis les insectes, selon vous, ça va aller... les ça insectes, va se rendre sur nos étalages? Je sais pas si vous saviez, mais la plus grosse ferme de grillons au monde est au Canada. À London, en Ontario. Ah, ouais. Mais, et sous la protection de... la faillite? Ouais, des créanciers, ouais, c'est ça. Depuis un mois. Ouais. Donc,
Est-ce que c'est signe que peut-être c'est Ça a pas pas le été succès bien vendu. escompté? OK. Il exportait beaucoup en Corée. Ça a été subventionné par Ottawa. Moi, je pense qu'il y a quand même un avenir intéressant pour la farine animale. Mm. Ça, c'est une protéine qui est pas chère. Pour les sols, le gazon, c'est de l'engrais pour le gazon. C'est de la bonne engrais pour le gazon. On peut faire toutes sortes de choses avec des grillons. Mais pour la chaîne humaine, ça va prendre du temps. En Amérique du Nord, on a une culture qui exclut les insectes. Ouais. C'est ça. Puis je pense qu'il faut respecter ça. Souvent, En Europe aussi, je pense que c'est exclu. Là. En Europe aussi, je pense qu'ils ont exclu pas ça. mal, ouais, c'est ça. Mais là, moi, je pense que le gros débat qui s'en vient pas mal, c'est la viande de culture, là. La viande de laboratoire. Là. Ça, c'est là, on voit qu'il y a des États américains qui ont décidé de bannir carrément la vente. Ici, au Canada, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de débat. C'est comme un au niveau vide. politique, ils regardent le dossier. Il n'y a rien qui a été décidé. Mais il y a quoi, 17 ou 18 startups au Canada qui produisent de la viande de laboratoire. Il n'y a pas de cadre législatif, là. Zéro. Ouh. Ouais. Ça s'en Donc, vient. à suivre. Ouais. OK. Un mot de la fin, parce que là, je vois que le temps file définitivement. Peut-être un mot de la fin sur qu'est-ce qu'on devrait suivre, qu'est-ce qu'on devrait retenir ou les grands défis. Ben, en fait, essentiellement, c'est la nourriture. Moi, je trouve que l'agroalimentaire, c'est un monde qui est fascinant. Ça change beaucoup. Quoique c'est un monde qui est toujours très traditionnel. On pense que, bon, c'est tout le temps la même affaire chaque jour, mais les choses changent beaucoup. Ce que j'invite les gens à faire, c'est de bien comprendre l'ensemble du système. Si les prix augmentent, c'est pas de la faute du détaillant. Parce que souvent, on est porté à blâmer la personne qu'on connaît. Ou les gens pensent que le magasin contrôle tout. Ce n'est que le début. C'est le seul aspect qu'on voit comme consommateur. C'est beaucoup plus complexe. Mais la chaîne, c'est extrêmement, extrêmement complexe. Et ça fut un grand plaisir. Merci beaucoup de votre généreuse participation à notre podcast. Ça fait plaisir. Un grand plaisir. Merci.